Les groupes d'action pour sauver l'homme et son environnement, GAGE, a formé des inspecteurs forestiers et les membres des ONG qui évoluent dans le monitoring forestier sur le fonctionnement du système de suivi en temps réel des forêts à travers l'outil Forest Link. La formation a eu lieu ce mardi 7 décembre à Kinshasa. La formation qui nous réunit à ce jour porte sur l'utilisation de Forest Link. Forest Link, c'est une technologie qui est utilisée pour faire le monitoring de l'exploitation forestière. Donc, son fonctionnement consiste à mettre en réseau les acteurs du secteur forestier. Donc, il y a les communautés locales qui collectent les informations relatives à l'exploitation illégale du bois. Ces informations sont envoyées dans la base de données et les autres utilisateurs accèdent à la base de données pour utiliser ces informations. Et par utilisateur, là, on voit les inspecteurs forestiers et ils utilisent ces données pour organiser les missions de contrôle forestier. En croix Joseph Bolongo, Forest Link a été expérimenté en RDC depuis maintenant près de 5 ans. Cette application connectée au satellite a permis aux communautés de l'Équateur, de Chuapa et de Chopo de lancer des alertes sur des activités forestières illégales dans leur secteur. Ça fait 5 ans que nous expérimentons cette application. Nous l'avons expérimentée dans la province de l'Équateur, dans la Chopo ainsi que dans la Chuapa. Et maintenant, nous voulons l'étendre dans toutes les concessions de la RDC. C'est ainsi que nous impliquons l'administration forestière afin de s'approprier cet outil pour lutter contre l'exploitation illégale en RDC. Grâce à cet outil, l'administration forestière du ministère de l'Environnement et du Développement durable sera informée régulièrement sur les activités forestières illégales partout où Forest Link est utilisé. Ça sera utile parce que ça va m'aider à suivre sur terrain comment les choses sont en train de se passer. Les alertes, avoir des informations, ça va beaucoup aider. Notons que Forest Link est une application autonome qui, une fois installée sur un téléphone intelligent, permet de collecter et de partager les images et les textes des lieux de l'infraction supposée au serveur central. Par cette formation, l'ONG GAGE entend voir le gouvernement intensifier l'usage de cet outil sur l'ensemble du territoire national. Après l'annonce de l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et la recrudescence des cas de la pandémie dans plusieurs pays du monde, le gouvernement congolais a décidé de remettre en vigueur les mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ces décisions ont été prises à la suite d'une légère progression des cas en vue de limiter l'importation des cas de nouveaux variants dangereux et augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. Selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, les manifestations publiques se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. Nous avons tous été invités par les chefs de l'État pour que les mesures de barrières soient actualisées. La gouverneur de la ville de Kinshasa, pour rappeler les mesures barrières au bateau, alors, le couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin. Aujourd'hui, nous invitons les citoyens de la ville de Kinshasa à se conformer à ces mesures, qu'ils s'assoient dans les édifices publics ou privés, dans les transports et dans les stades, pour des raisons de sécurité sanitaire. Pour tout accès au territoire national, avait indiqué dimanche les porte-parole du gouvernement l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif réalisé en délai à 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Pas de fermeture d'écoles et d'églises, mais elles sont astreintes à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale, tandis que les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières en réduisant le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil. L'exploitation forestière à Bolomba, c'est aussi la coupe de bois abusive par les communautés locales. Pour pallier aux besoins de cuisson, tout comme d'habitation et de construction, la population ne peut recourir qu'à la forêt car il est difficile d'en faire autrement. À l'école primaire conventionnée Batapala, par exemple, les élèves n'ont pas de bancs pouvant leur permettre de suivre au mieux les enseignements, alors ces apprenants s'organisent pour en trouver dans la forêt. Bon, les enfants sont entassés. Ici, vous voyez que certains élèves sont partis chercher les planches.
l'effectif ici est colossal. Nous partons jusqu'au niveau de 150 et 170 élèves dans une classe de première année. Même l'élargissement des structures, s'il faut nous ajouter, on peut élargir aussi les structures. C'est une école qui compte au moins, chaque fin de l'année, au moins de 500 à 800 élèves par an. Bon, regardez un peu la situation que les enfants écrivent maintenant. Et un groupe ici est parti, on a demandé à leurs parents de pouvoir nous amener les planches ici, les combo. Alors, ça ne colle même pas. Créée vers les années 1960 dans le chef-lieu du territoire de Bolomba, cette école, dotée de 9 salles de classe, soit de la première en 6e année primaire et près de 500 à 800 élèves, et comme tout autre de la région en manque d'infrastructures, si ce n'est que de maisonnettes construites en terre, bois et paille. Bien que confrontés à beaucoup de difficultés, ces écoliers déterminés ne se contentent que de leur éducation. C'est la toute première fois, nous avons seulement les PBF. Si nous sommes comme ça, grâce à une ONG appelée les PBF qui essaye de nous aider, d'acheter un peu quelques matériels que nous avons là-bas. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une aide. S'il y a moyen de construire pour nous les latrines, les bâtiments scolaires en bon état, l'enseignement peut bien passer comme en ville. Parce qu'ici, ça ne se passe pas comme tel. Mais si on avait de beaux bâtiments, on allait continuer pendant la période de pluie, on fermait les portes, on continue à faire cours avec les enfants. Nous demandons au gouvernement congolais s'il y a moyen de pouvoir nous aider à la construction des bâtiments scolaires ainsi que des latrines. Transmettre et faire acquérir des connaissances, préparer à la vie professionnelle, éduquer les futurs adultes à être citoyens et à vivre ensemble, tels sont les objectifs que doit atteindre une école pour assurer un avenir à ses futurs cadres et préserver en même temps la forêt de cette situation. Les administrateurs implorent les autorités compétentes, les partenaires et programmes de lutte contre la déforestation d'évoluer à leur secours, car l'aménagement de cette école par le matériau durable serait bénéfique non seulement pour le bien-être de ses élèves et enseignants, mais aussi de la nature. Ce qu'il y a de fondamental à comprendre, mais qui remet en cause fondamentalement nos croyances, c'est qu'en matière de parcs nationaux, de protection de la nature, c'est qu'en fait, ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. En matière des parcs nationaux pour la protection et la conservation de la nature, en République démocratique du Congo, le braconnage représente un phénomène à double visage. Depuis l'époque coloniale, la surexploitation des ressources naturelles était l'œuvre des colonisateurs qui, en même temps, multipliaient des lois et des interdictions, accusaient des communautés autochtones des destructeurs de la nature. Quand les Européens qui quittent l'Europe pour tenter l'aventure coloniale, ils laissent derrière eux une Europe radicalement transformée par l'urbanisation, l'industrialisation. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue en Europe. Et le problème, c'est que qui dit colonisation dit choc écologique. Déforestation multipliée par 4, augmentation du trafic d'ivoire, 60 000 éléphants tués chaque année. Le double visage du braconnage, c'est quand ceux qui sécurisent sont en fait ceux qui détruisent. Des mesures très sévères interdisant la destruction de la nature sont prises par les gouvernants, empêchant aux communautés locales l'accès dans les parcs nationaux. En même temps, des licences sont accordées par ces mêmes gouvernants, autorisant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles dans les aires protégées, favorisant ainsi des trafics à grande échelle des espèces menacées. Les trafics d'espèces animales et végétales protégées. Alors ça peut être du bois, souvent, ça peut être des espèces animales qui sont très recherchées, ça peut être de l'ivoire, ça peut être de la corne, c'est ça qui explique aujourd'hui par exemple la disparition des éléphants d'Afrique qui est en cours. Premier occupant et dépositaire inscription des ressources naturelles, les peuples autochtones ont été obligés par l'État congolais de quitter des parcs qui désormais étaient devenus des aires protégées inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par manque d'alternatives à leur mode de vie, ces peuples chasseurs et agriculteurs ont toujours tendance à retourner dans la forêt pour leur survie et sont malheureusement poursuivis et arrêtés comme braconniers. Il y a des braconniers. Il y a les gens qui entrent dans le parc national de Kahuzi-Biega pour les coupes de bois, pour le creusage de l'or, pour les piégeages et consorts. C'est normal d'arrêter des braconniers, mais sauf qu'au Kahuzi-Biega, il n'y a pas de braconniers dangereux avec des armes, non.
Ce sont juste la population des pygmées, la population des Baches comme moi-même, je suis Mouchi. Ils entrent dans la forêt pour poser des pièges, pour couper les bois, les bambous. Et quand vous posez la première question à un braconnier, il va vous dire non, j'ai entré dans les parcs puisque j'ai faim. J'ai entré dans les parcs puisque je n'ai aucune activité de revenir là où je peux trouver la nourriture. L'absurdité et l'incohérence dans la gestion des aires protégées en République démocratique du Congo serait de considérer des bons chasseurs et courageux ceux qui chassent avec fusil des trophées à grande échelle et des mauvais chasseurs et cruels appelés braconniers ceux qui chassent non pas des trophées mais la nourriture, non pas avec fusil mais à l'arc et à la lance. Bolomba, le plus grand territoire de la province de l'Équateur, est resté longtemps plongé dans l'obscurité. La population ne peut que dépendre de la lumière publique alimentée par de panneaux solaires et des batteries sur les rues. Comme le démontrent ces images, ils restent dépourvus de l'énergie dans leur foyer. Nous avons un problème sérieux d'électricité. Il y a depuis beaucoup de décennies, on n'a jamais connu l'électricité. Depuis que moi je suis ici, je n'ai vu aucune équipe qui parle même de l'électricité. C'est à peine qu'on a eu ces derniers temps des panneaux solaires avec des batteries. Ce territoire n'a jamais bénéficié d'un barrage hydroélectrique pouvant lui permettre d'alimenter la région, alors que la région déplore l'absence de la Société nationale de l'électricité SNEL. L'administrateur du territoire assistant Jean-Thomas Bouyenge reste favorable pour accueillir toute société para-étatique du secteur de l'énergie qui voudra s'installer et pallier aux défis d'énergie au siège d'institutions de la province. On n'a jamais connu l'électricité ici à Bolomba. La population de Bolomba n'a jamais connu de l'électricité ici. Pas tellement l'énergie, vous savez, nous avons seulement quelques éclairages publics que vous aviez remarqué au cours de la route là, que parmi nos notables originaires de Bolomba, qui ont essayé de penser, de placer ne fût-ce que ces quelques énergies soleil là, que vous voyez, qu'on appelle l'éclairage public. Ah, la SNEL, vraiment, c'est comme la régie des eaux. La SNEL aussi n'a jamais été ici. Vous pouvez fouiller partout, vous ne pouvez pas trouver ne fût-ce qu'un fil qu'a laissé la SNEL ici à Bolomba. La SNEL aussi, mêmement, n'a jamais foulé le pas ici à Bolomba. Et j'appelle tout le monde, tous les services de toutes les sociétés para-étatiques, qu'ils viennent pour s'installer ici. La République démocratique du Congo, par ses barrages hydroélectriques d'Inga, dont la puissance peut varier entre 10 et 12,8 gigawatts, est capable d'alimenter toute l'étendue nationale, mais en dépit du potentiel énergétique que regorge le pays, une bonne partie du territoire reste sans électricité suite au manque d'investisseurs dans les secteurs.